Les Imperial Fists incarnèrent la loyauté absolue au cours de l'hérésie d'Horus, et leur légende, déjà imposante, s'est amplifiée à travers les âges. Cet héroïsme exige un tribut sanglant, un fardeau qu'ils portent sans fléchir, car Rogaldorn, leur noble primarque, n'aurait toléré rien de moins. Tel est l'essence de leur héritage génétique, une intransigeance farouche, sublimée par un idéalisme incandescent et un désir ardent de voir l'Imperium enfin restauré à sa gloire originelle. Avant même de croiser le chemin de l'Empereur, Rogaldorn était déjà un maître de la guerre. Élevé au sein des dynasties gouvernantes du système Inuit, il se révéla un stratège de génie, unificateur de territoires stellaires grâce à une discipline inébranlable et un sens inné de l'ordre. En lui cohabitaient harmonieusement deux forces, la rigidité du métal et la vitalité de la chair, un équilibre essentiel pour mener la guerre avec éclat. Ce pragmatisme allié à une vision idéaliste sans faille fit de Dorn un serviteur parfait pour la Grande Croisade et le chef tout désigné de la 7e Légion naissante. Sous la direction de Dorn, les Imperial Fists devinrent les prétoriens inégalés de l'Empereur, veillant sur d'innombrables mondes conquis au fil de la Grande Croisade. Leur maîtrise incomparable de l'art du siège les distingua parmi les légions. Avec une rigueur et un génie architectural incomparables, ils érigèrent des bastions imprenables et réduisirent en poussière les forteresses ennemies, dessinant un impérium sécurisé par un réseau de remparts et de bastilles stellaires. Pour Rogaldorn, l'Imperium était une citadelle universelle avec Terra pour cœur inviolable. Les mondes conquis n'étaient pas de simples territoires, ils étaient les pierres angulaires du bastion Imperialis, une vision d'ordre et de protection qu'il nourrissait avec passion. Aussi, la trahison d'Horus fut pour lui une blessure bien profonde. Chaque monde tombant entre les mains des renégats brisait un maillon de la forteresse idéale qu'il avait consacré sa vie à bâtir. Si la légion des Imperial Fists n'est plus qu'un souvenir, ses frères scindés en chapitres lors de la seconde fondation, comme les Black Templars ou les Crimson Fists, le chapitre éponyme reste fidèle aux devoirs et traditions d'autrefois. Quand vint l'ère sombre de la Purge, les Imperial Fists constatèrent avec amertume l'abandon du rêve d'unité humaine, et ils firent un serment solennel. Ils poursuivraient la lutte, même isolés. Pour eux, la Grande Croisade n'a jamais trouvé de conclusion. Refusant de se contenter de préserver les fragments de l'Imperium, ils arpentent encore la galaxie, livrant bataille contre tous les ennemis de l'humanité. Leur flamme est celle d'un héritage immortel, une résolution forgée dans les feux de la guerre, portée par une loyauté indéfectible à l'Empereur et au rêve impérial qu'il continue de défendre coûte que coûte. L'heure de gloire des Imperial Fists demeure à jamais gravée dans l'histoire galactique. Le siège du palais de l'Empereur, bastion ultime de l'Imperium, renforcé sous la main experte de Rogaldorn. Pourtant, leur contribution à la survie de l'Imperium ne se limite pas à cet exploit légendaire. À travers les siècles, les fils de Dorn se sont montrés indispensables à maintes reprises, bien que leur humilité farouche les pousse à ne rappeler ces triomphes qu'en de très rares occasions. Contrairement aux Dark Angels dont le culte du secret frôle la paranoïa, ou aux Space Wolves, enclins à une vantardise débridée, les Imperial Fists préfèrent les actes aux paroles. Accomplir des hauts faits plutôt que les narrer, telle est leur philosophie. Cette réserve peut donner d'eux une première impression de guerriers sombres et austères, mais ceux qui les côtoient de plus près, à l'instar des Ultramarines, perçoivent une passion maîtrisée et une ferveur contenue sous leur discipline martiale. Cette rigueur n'est pas un choix mais une nécessité. Leur plus grande faiblesse a toujours été l'orgueil. L'orgueil, cette arme à double tranchant, a façonné et éprouvé les Imperial Fists depuis leur création.
Ils poussent les guerriers à accomplir des prodiges face à l'impossible, à trouver des forces insoupçonnées dans l'adversité et à triompher là où tout semblait perdu. Mais il est également un poison insidieux, une tentation dangereuse. Trop souvent ce trait a précipité des escouades, des compagnies, voire des forces entières vers des combats suicidaires, sacrifiant des vies précieuses au nom d'un honneur mal interprété. Les archives du Librarius de Phalanx sont emplies de récits tragiques de héros tombés inutilement alors qu'ils auraient servi bien mieux vivants malgré la honte. Ces pertes auraient pu briser le chapitre, mais la ténacité des Imperial Fist et leur vivier de recrues exceptionnellement riches leur ont permis de surmonter ces tragédies. Avec l'arrivée des Space Marines Primaris, ce n'est pas tant un salut que les Imperial Fist ont trouvé, mais une force nouvelle, des guerriers capables d'élever encore plus haut leur héritage militaire. Pour contrer ce fardeau d'orgueil, les chapelains du chapitre enseignent aux néophytes une philosophie prudente. Toute défaite peut être surmontée, à condition qu'ils restent des guerriers pour en tirer une leçon et ensuite réclamer vengeance. Mais cette sagesse n'est qu'un remède temporaire face à un mal enraciné dans leur essence même. L'opiniâtreté fait partie intégrante des Imperial Fist, tout comme leur génogerme. Et bien qu'ils soient formés à contrôler leur orgueil, peu parviennent à lui échapper indéfiniment. Chaque bataille est pour eux une lutte intérieure, un test de volonté autant que d'armes. Ceux qui maîtrisent cet orgueil naissent deux fois. D'abord en tant que Space Marine, puis comme héros capables de tirer force de cette fierté, tout en la bridant avant qu'elle ne devienne déraison. Ces élus accomplissent des exploits mémorables, mais même eux ne peuvent jamais se libérer totalement de l'arrogance qui coule dans leur sang. Chez les Imperial Fist, chaque victoire est donc un triomphe non seulement sur l'ennemi, mais également sur eux-mêmes. La disparition de Rogaldorn, dernier acte d'un primarque qui vécut et mourut en guerrier, demeure un symbole de sacrifice héroïque pour les Imperial Fist. On raconte qu'il trouva la mort à bord du Sword of Sacrilege, un bâtiment de guerre du chaos, alors qu'il menait l'assaut avec une ferveur qui lui était plus que coutumière. Lorsque la flotte des Imperial Fist anéantit finalement cette menace, tout ce qui fut retrouvé de leur primarque fut sa main, ramenée avec révérence à bord de Phalanx. Désormais connue comme la main de Dorn, cette relique sacrée est plus qu'un artefact. C'est une incarnation de la détermination inébranlable et de l'esprit sacrificiel de leur géniteur. Les noms des maîtres chapitres successifs, gravés sur ces phalanges, témoignent de leur fidélité à son héritage immortel. Qu'il ait simplement disparu ou qu'il soit définitivement mort, Dorn reste l'un des primarques les plus influents, son exemple guidant ses fils à travers les siècles. Son courage lors de ces dernières heures inspire encore chaque Imperial Fist, leur donnant la force d'affronter l'impossible. Mais cette même ténacité, bien qu'admirable, peut parfois les mener à des excès. L'histoire du chapitre est jalonnée d'exemples où leur refus de céder, même face à une situation désespérée, a permis des victoires inespérées, mais toujours au prix d'un lourd tribut. Cependant, de telles tragédies n'entachent pas leur réputation. Les Imperial Fist restent des guerriers aussi redoutables que disciplinés, vengeant chaque perte avec une brutalité implacable. Fidèles à l'esprit méthodique de leur primarque, les Imperial Fist cultivent un talent exceptionnel pour la précision au tir, un art qu'ils considèrent comme essentiel à la guerre. La plupart des néophytes passent leurs premières années au sein des escouades d'appui-feu, perfectionnant l'art d'abattre leurs ennemis à distance avant de progresser vers des rôles plus polyvalents. Ce penchant pour la puissance de feu s'accorde parfaitement avec leur spécialité historique, les fortifications. Les Imperial Fist, comme leurs ennemis jurés les Iron Warriors, excellent également autant dans l'art de briser des fortifications que dans celui de défendre des bastions. Pour eux, chaque siège est bien plus qu'un simple affrontement, c'est une épreuve ultime de volonté, de stratégie, d'endurance
et de persévérance. Leur arsenal, riche en chars de siège et équipements spécialisés, et leurs récits de bataille sont autant de témoignages de leur suprématie dans ce domaine. Depuis que les forces du chaos ont intensifié leurs assauts contre l'Imperium, les Imperial Fists se sont montrés infatigables dans leur rôle de gardiens. Pour eux, l'Imperium est une immense forteresse dont chaque monde est une tour ou un rempart à protéger. Ils mènent des campagnes acharnées pour défendre les bastions impériaux ou reconquérir des territoires tombés aux mains de l'ennemi. Phalanx, leur vaisseau forteresse et symbole vivant de leur puissance, reste un rempart du segmentum solar, veillant sur le monde trône avec une vigilance incomparable. Bien qu'ils partent parfois en mission cruciale, Phalanx revient toujours à son poste, car telle est la charge éternelle des sentinelles de Terra. Pour les Imperial Fists, chaque bataille, chaque forteresse défendue ou conquise est une manière d'honorer l'héritage de Rogaldorn. Leur ténacité, bien que louable, n'est pas une simple qualité, c'est un credo, une manière d'être, une volonté inscrite dans leur génogerme. Là où les autres voient un mur infranchissable ou une cause perdue, les Imperial Fists voient un défi à surmonter, un combat à livrer, et souvent, une victoire à arracher quel qu'en soit le prix. Phalanx, merveille d'un âge révolu, est bien plus qu'une simple station spatiale pour les Imperial Fists. Véritable chef-d'œuvre technologique de l'âge sombre, elle incarne l'âme et l'héritage de la 7e Légion. Chaque recoin de ces immenses coursives raconte une histoire, chaque mur est un témoignage de la dévotion et des sacrifices de ses habitants. Découverte à l'état d'épave sur Inuit par Rogaldorn, Phalanx fut restaurée par son génie et devint une forteresse de guerre capable de réduire en cendres des flottes entières. Lors de sa rencontre avec l'empereur, Rogaldorn présenta Phalanx non comme un défi, mais comme une offrande de loyauté. L'empereur, impressionné, en fit le sanctuaire de la 7e Légion. Durant l'hérésie d'Horus, Phalanx fut le bastion qui veilla sur Terra, empêchant les forces renégates de s'emparer du palais impérial et de la planète tout entière. Les primarques traîtres eux-mêmes craignaient son intervention tant sa puissance destructrice était redoutée. Après l'hérésie, la station spatiale de combat continua de servir comme forteresse monastère des Imperial Fists, un havre de puissance et de mémoire. Bien que Terra reste officiellement leur foyer, les Imperial Fists considèrent que là où se trouve Phalanx, là est leur véritable maison. Phalanx est une cité flottante abritant des millions d'âmes, des recrues aux serviteurs en passant par les auxiliaires. Ces halls d'entraînement immenses et variés reproduisent les environnements les plus hostiles pour forger les futurs frères de bataille. Ceux qui échouent dans cette épreuve trouvent souvent une place au sein de l'Auxilia Auric, chargé de la défense de la station, ou sont envoyés servir sur les mondes vassaux. Même les morts ont une utilité, leur reste étant transformé en projectiles pour les redoutables armes de Phalanx. Ces passages sombres et ces salles vastes sont autant de sanctuaires dédiés aux victoires passées ou aux sacrifices héroïques. Les visiteurs y ressentent l'austérité omniprésente, renforcée par les innombrables bas-reliefs et trophées de guerre qui jalonnent ces coursives. Chaque espace est conçu avec l'efficacité et la brutalité architecturale caractéristiques de Dorn, et pourtant, chaque recoin semble chargé de spiritualité. Les emplacements d'armes, les bastions et les redoutes en font une forteresse imprenable, et l'intrusion y est presque impossible. Le Stratégium, cœur stratégique de Phalanx, est le centre névralgique d'où les campagnes du chapitre sont dirigées. Supervisé par un commodore élu pour ses états de service immaculés, il est l'endroit où les ordres sont donnés et les serments renouvelés. C'est ici, devant la main de Dorn, la relique la plus sacrée du chapitre, que les décisions critiques sont prises. Cette main figée en stase est tout ce qu'il reste du primarque. Bien que certains espèrent encore son retour, la majorité considère qu'elle symbolise son sacrifice ultime et son héritage éternel. Phalanx
n'est pas seulement une arme ou une station spatiale, elle est un monument vivant au devoir et à la mémoire. Elle incarne l'esprit farouche des Imperial Fist, leur foi et leur détermination sans faille. À l'origine, les Imperial Fist formaient une légion rigoureusement structurée où chaque compagnie reflétait une organisation identique. Ce manque de flexibilité des officiers supérieurs n'était pas une faiblesse, car leur détermination et leur discipline rigoureuse faisaient d'eux des maîtres de la guerre de siège et de la destruction de positions fortifiées. Durant la Grande Croisade, ils étaient souvent gardés en réserve, attendant que les défenses ennemies révèlent une faille, avant de frapper avec une précision et une coordination inégalées. Rogaldorn lui-même, stratège de génie, dirigeait toujours ses guerriers depuis la ligne de front, incarnant l'exemple même de la détermination et du sacrifice. Après l'hérésie d'Horus, les Imperial Fist adoptèrent une approche plus impétueuse et agressive. Leur volonté de détruire les forces ennemies devint parfois excessive, les poussant à attaquer sans reconnaissance ou à persévérer là où un repli stratégique aurait été plus sage. La mise en œuvre du Codex Astartes conçu par Robut et Guilliman atténua quelque peu cette tendance. Les dissensions internes aboutirent à la scission du chapitre, donnant naissance à deux successeurs emblématiques. Les Black Templars, fervents zélotes voués à une croisade éternelle, et les Crimson Fists, pragmatiques et jeunes, plus détachés des rites ascétiques des Imperial Fist. Ces nouveaux chapitres prospérèrent, se forgeant une réputation d'excellence qui reste une source de fierté pour leurs aînés. La destruction de la cage de fer, où les Imperial Fist affrontèrent Perturabo et ses Iron Warriors, transforma les survivants en vétérans aguerris. Malgré leurs lourdes pertes, ils étaient encore assez nombreux pour constituer un chapitre conforme au Codex Astartes. Dès lors, les Imperial Fist devinrent un modèle de respect des préceptes du Codex, encourageant l'initiative individuelle et la flexibilité tactique. Leur stratégie repose sur la combinaison harmonieuse de diverses unités au sein de forces équilibrées, capables d'attaquer sur plusieurs fronts, écrasant leurs ennemis avant qu'ils ne puissent réagir. Cependant, leur plus grande force demeure aussi leur faiblesse, leur refus d'accepter la défaite. Que ce soit lors de campagnes urbaines, les sièges ou les batailles conventionnelles, les Imperial Fist restent des guerriers d'élite, implacables dans leur mission de protéger l'Imperium et d'honorer l'héritage de leur primarque. Au moment de la trahison d'Horus, la structure des Imperial Fist restait globalement fidèle à celle établie depuis les débuts de la Légion. Rogaldorn, pragmatique et méthodique, voyait peu d'intérêt à changer une organisation qui avait fait ses preuves. Cependant, l'évolution des besoins de la Grande Croisade et les spécialisations dans l'art de la guerre façonnèrent progressivement cette structure. En parallèle, le système de recrutement et les besoins opérationnels introduisirent des variations notables à tous les échelons de la Légion. Au niveau des escouades, une différenciation marquée émergea dans les types d'unités privilégiées par les Imperial Fist. Les escouades d'assaut, nombreuses et équipées pour la destruction des fortifications, occupaient une place prépondérante. Elles étaient soutenues par des unités armées d'armements lourds sélectionnées pour sa précision et son efficacité. Les lanceurs de missiles et les canons laser étaient préférés pour leur polyvalence et leur portée, surpassant des armes comme l'autocanon ou le multifuseur. Les Imperial Fist furent également des pionniers dans l'adoption et le déploiement des armures tactiques Dreadnought, équipant un grand nombre de leurs escouades de toutes les variantes disponibles, notamment les modèles Indomitus issus des forges de Deimos. Ils furent parmi les premiers à expérimenter des armes avancées, telles que les canons d'assaut de type Abyssinia et Liastus, dérivés de modèles Keres utilisés sur les Dreadnought Contemptor. Au-dessus des escouades, les compagnies variaient considérablement en taille, allant de quelques escouades à plusieurs centaines de Marines.
Ces compagnies étaient souvent regroupées en bataillons, eux-mêmes combinés en formations plus larges comme les régiments, parfois appelés croisades ou maisons. Ces formations évoluaient selon les besoins tactiques et n'étaient pas des entités fixes. Cette flexibilité permettait aux Imperial Fist d'adapter leur structure à chaque mission, tout en conservant une hiérarchie rigoureuse. Parmi les nombreuses formations historiques des Imperial Fist, les Templiers occupaient une place particulière. Fondés par Rogaldorn durant la première décennie de son commandement, ces guerriers étaient chargés de veiller sur le temple des serments à bord de Phalanx. Ce sanctuaire, dénué de superstition, était consacré aux idéaux de la Grande Croisade et aux sacrifices qu'elle impliquait. Sous des bannières noircies par le feu et des trophées de guerre, les Imperial Fist y renouvelaient leur serment de loyauté envers l'empereur Edorn. Chaque serment était gravé à jamais dans les murs de granit noir du temple, témoignage éternel de leur engagement. Au 40e millénaire, les Imperial Fist suivent scrupuleusement les enseignements logistiques et tactiques du Codex Astartes, le traité rédigé par Roboute Guilliman pour restructurer les légions Space Marines. Cette adhésion stricte ne fut pas immédiate. Rogaldorn, marqué par les terribles épreuves de l'hérésie et de la Grande Purge, ressentait un profond ressentiment envers Guilliman qui n'avait combattu que sur des théâtres périphériques, pendant que Dorn et sa légion défendaient le palais impérial. Dorn considérait initialement le codex comme une imposition injustifiée. Cependant, face à la menace d'un nouveau conflit civil, il fit preuve d'humilité et accepta les préceptes du codex Astartes, permettant aux Imperial Fist de se transformer en chapitres selon la nouvelle organisation définie. Contrairement à d'autres chapitres qui adaptèrent le codex à leurs besoins, les Imperial Fist choisirent d'en suivre les principes à la lettre. Cette rigueur découle en partie de la seconde fondation qui sépara les éléments les plus indépendants et ardents de la Légion pour former les Black Templars. Les Imperial Fist restants firent de l'application parfaite des doctrines du Codex une marque de fierté, cherchant à égaler voire surpasser les Ultramarines dans leur discipline et leur orthodoxie. En dehors de quelques ajustements pour inclure Phalanx dans leur structure, les Imperial Fist restent l'un des chapitres les plus fidèles au Codex Astartes. La première compagnie regroupe les vétérans les plus expérimentés de tout le chapitre, connus pour leur expertise dans les assauts en armure Terminator. Ces guerriers d'élite ne sont que rarement déployés en une seule unité. Le plus souvent, ils forment de petits groupes pour renforcer le cœur d'une force de frappe où leur expérience et leur résilience garantissent la victoire. Les compagnies de combat, numérotées de la 2e à la 5e, sont polyvalentes et capables de mener des campagnes de manière autonome. Conformément au codex, elles regroupent des escouades de ligne, d'appui rapproché et d'appui feu, mais les Imperial Fist se distinguent par leur recours accru aux exoharnais Centurion et aux armures Gravis, qui augmentent considérablement leur puissance de feu. Cette organisation équilibrée leur permet de s'adapter à n'importe quel théâtre d'opération et de répondre efficacement à toute menace. Les compagnies de réserve de la 6e à la 9e ont pour mission de soutenir les compagnies de combat. Elles comblent les pertes subies au combat ou renforcent un domaine particulier en fonction des besoins tactiques. Bien qu'elles soient rarement déployées seules, elles sont tout à fait capables de mener des opérations indépendantes. Ces déploiements sont d'ailleurs encouragés par le chapitre qui les considère comme des opportunités précieuses pour l'entraînement. Les Imperial Fist ne font pas de distinction nette entre la guerre et l'exercice de la guerre, percevant chaque bataille comme un terrain d'apprentissage. La 10e compagnie, la compagnie Scout, est dédiée à la formation des néophytes. Ces jeunes recrues ayant survécu au processus de sélection initiale commencent leur véritable entraînement sous la supervision des vétérans les plus aguerris du chapitre. En tant que scouts, ils apprennent progressivement les doctrines du chapitre et les rudiments de l'art de la guerre. Cette compagnie comprend également des escouades Vanguard formées d'agents expérimentés spécialisés dans les reconnaissances avancées et les frappes chirurgicales. Cette organisation exemplaire, enracinée dans les édits du Codex Astartes,
illustrent la discipline et le pragmatisme des Imperial Fist, des traits qui font d'eux un chapitre admiré à travers l'Imperium, pour leur ténacité certes, mais surtout pour leur rigueur stratégique. Le patrimoine génétique des Imperial Fist est d'une stabilité remarquable, ne présentant aucune mutation notable, ce qui témoigne de la pureté de leur lignée. Cependant, le chapitre a perdu certaines améliorations génétiques mineures au fil du temps. Parmi ces pertes figure la membrane cataleptique qui permet aux Space Marines de plonger dans un état de stase prolongé et les glandes de Becher qui leur permettaient de sécréter et de projeter un poison corrosif sur leurs ennemis. Ces pertes ne compromettent toutefois en rien leur efficacité en tant que guerriers de l'Adeptus Astartes. Bien que le chapitre n'ait jamais montré de signes de faiblesse évidents, certaines pratiques ont attiré l'attention des autorités impériales, voire suscité des inquiétudes. L'une des plus étranges est l'habitude des Imperial Fist de sculpter les os de leurs frères tombés au combat. Cette pratique, qui peut sembler macabre, est en réalité un moyen de rendre hommage aux défunts et de préserver une part d'eux au sein du chapitre. Cela reflète leur fidélité indéfectible et leur respect envers leurs camarades d'armes, bien que cela puisse être perçu comme perturbant par ceux qui ne comprennent pas leur culture. Une autre coutume qui suscite parfois la perplexité et la crainte est l'utilisation du gant de douleur, un appareil destiné à punir les infractions au sein du chapitre. Ce gant, qui ressemble à une tunique faite de fibres électriques suspendues à un gibet, inflige de puissantes impulsions électriques à celui qui y est soumis. L'objectif est de renforcer la discipline du Space Marine fautif en le forçant à rester conscient et à supporter une douleur extrême. Ce processus est censé renforcer le lien spirituel entre l'individu et son primarque, Rogal Dorn, en cultivant la résilience mentale et la capacité à surmonter la souffrance. Fait notable, cette pratique est réservée uniquement à ceux qui se portent volontaires, témoignant d'un engagement absolu et d'une volonté de sacrifice personnel qui rappelle l'esprit indomptable de leur primarque. Ces pratiques, bien que non traditionnelles, montrent que les Imperial Fist restent un chapitre qui se forge dans la discipline, l'honneur et le sacrifice personnel. Leur capacité à accepter la souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, ne fait qu'accroître leur détermination et leur loyauté envers l'empereur et leur mission. Les Imperial Fist sont uniques parmi les chapitres Space Marines, en cela qu'ils ne sont ni strictement basés sur une planète, ni entièrement liés à une flotte. Officiellement, leur point d'accroche d'origine est leur immense vaisseau forteresse Phalanx, mais leur véritable monde est l'Imperium tout entier. Ce lien universel est renforcé par des bases établies sur plusieurs mondes impériaux, notamment Inuit, Necromunda et Arnish, où le chapitre a établi des forteresses et des cycles de recrutement réguliers depuis des millénaires. De plus, les Imperial Fist n'hésitent pas à recruter sur les théâtres de guerre ou à établir de nouvelles relations avec des mondes rencontrés lors de leur campagne. Inuit, le monde d'adoption de Rogal Dorn, est au cœur de leur identité. Ce monde glacé et inhospitalier, baigné dans la lumière d'une étoile mourante, façonne la résilience et la ténacité des aspirants Space Marines. Inuit est un lieu de contrastes brutaux. Des crevasses glacées et des tempêtes violentes côtoient des déserts arides sous un soleil impitoyable. Ses habitants, des techno-barbares organisés en clans nomades, vivent une existence rude et spartiate où la survie du groupe prime sur celle de l'individu. La technologie, bien que sophistiquée, reste utilitaire, adaptée aux exigences d'une vie impitoyable. Les docks orbitaux d'Inuit produisent des vaisseaux parmi les plus raffinés de l'Imperium, un héritage d'un passé glorieux où le peuple d'Inuit avait formé son propre empire stellaire avant l'arrivée de l'empereur. Malgré cette grandeur technologique, les valeurs de ce monde restent fermement ancrées dans la discipline, la résilience et le pragmatisme. Terra, quant à elle, est le cœur spirituel et symbolique du chapitre. Contrairement à de nombreuses autres légions qui ont vu leur lien avec leur terre d'origine s'effacer avec le temps,
les Imperial Fists maintiennent une connexion profonde et indéfectible avec le berceau de l'humanité. Cela se manifeste par 3 privilèges distinctifs. Une force permanente stationnée sur Terra, la reconnaissance officielle de Terra comme leur monde d'origine, et le droit de recruter parmi ses habitants. Le recrutement sur Terra s'opère à partir de 2 grandes sources, les descendants de la noblesse terrienne et les pèlerins qui affluent en masse vers les lieux saints de l'Imperium. Les grandes maisons nobles de Terra participent à des tournois où leurs fils espèrent attirer l'attention des Imperial Fists. Ces jeunes hommes, issus de lignées anciennes, apportent un héritage martial et un honneur familial qui se perpétue au sein du chapitre. Chaque aspirant noble sélectionné confère à sa maison un laurier d'obsidienne, un symbole rare et convoité. Par ailleurs, les Imperial Fists prélèvent une dîme parmi les enfants des innombrables pèlerins qui convergent vers Terra dans l'espoir d'atteindre les lieux saints proches du trône d'or. Les routes de pèlerinage, souvent surpeuplées, sont le théâtre de conflits violents entre gangs ou sectes rivales. Ces batailles féroces, bien qu'apparaissant chaotiques, servent de terrain d'épreuve. Les Imperial Fists observent ces luttes et interviennent parfois pour arracher de jeunes combattants prometteurs à leur destin terrestre, les embarquant à bord de leur vaisseau et les préparant à une vie de dévotion martiale au service de l'empereur. Cette approche duale entre tradition et opportunisme dans le recrutement reflète l'essence même des Imperial Fists. Un chapitre enraciné dans des principes immuables, mais prêt à s'adapter pour servir l'Imperium. Que ce soit sur la glace d'Inuit, la poussière de Necromunda ou les pèlerinages bondés de Terra, chaque recrue incarnera la discipline, la foi et l'héritage indomptable des fils de Rogaldorn.